si vous êtes d'accord, chers téléspectateurs, on va grimper dans une machine à remonter le temps. On va prendre la direction des États-Unis et faire un bond de 78 ans en arrière, le tout en images. Direction, tiens, pour commencer, regardez le bureau de Pete Hegseth, le tout-puissant patron du Pentagone. Voilà ce qui se passe. Eh oui. Terminé le ministère de la Défense, place au ministère de la Guerre, comme pendant cette très longue période allant de 1789 à 1947. Satisfaction, vous allez les écouter, du patron du Pentagone, mais également du président Donald Trump. Je pense que c'est un nom beaucoup plus adapté, surtout compte tenu de la situation actuelle dans le monde. Nous avons l'armée la plus puissante du monde, les meilleurs équipements du monde, et nous avons la meilleure manufacture d'équipements. Ce n'est pas une question de changement, on revient à ce qui existait. Nous passerons à l'offensive, ce ne sera plus seulement de la défense. Nous allons former des guerriers, plus seulement des défenseurs. Richard Verly, alors, que dites-vous de cette Amérique qui veut des guerriers et pas des défenseurs? Alors, il y a quand même, pour être tout à fait exact, une petite contestation politique qui monte aux États-Unis sur ce changement de nom. Oui, c'est l'Amérique de la posture que veut se donner Donald Trump, c'est-à-dire celle d'un pays qui, à la fois, raquette le monde entier, et notamment raquette ses alliés, pour que ça rapporte le plus d'argent possible, et qui envoie à ses ennemis le message selon lequel il reste la première puissance mondiale et qu'il est prêt à utiliser cette puissance. Alors c'est un peu un paradoxe parce qu'on sait que Donald Trump veut le prix Nobel de la paix, qu'il se présente comme homme de paix, mais la réalité, rappelez-vous ce qu'il a fait avec le golfe de l'Amérique, ce n'est plus le golfe du Mexique selon Trump, c'est le golfe de l'Amérique, c'est la superpuissance. Ce sont tous les attributs de la superpuissance et elle a la guerre comme attribut principal. Je dirais que dans la cosmétique, dans la chorégraphie Trump, ce n'est pas très étonnant. Il fait plaisir, Hélène, à son électorat ou ça va plus loin que ça? Bon, Parce qu'à l'écouter, il est en guerre commerciale permanente. Donc ça colle bien au personnage. Et ça colle avec tout, c'est-à-dire ça colle avec l'Amérique d'abord, ce message de ramener l'Amérique, souvent c'est le terme qui dit, revenir à ce qu'elle était avant, cette première puissance forte, etc. Donc ça flatte énormément son électorat. Puis c'est un message envoyé aussi à l'extérieur, alors appuyé par la force dans les faits, parce qu'on se souvient des frappes en Iran, on a vu ces derniers jours des frappes sur un bateau où il y aurait des trafiquants de drogue venus du Venezuela. Donc il appuie ça par certains actes, en quelque sorte. Les menaces encore hier contre le Venezuela. Ce qui est intéressant... Les outils aussi, hein. Les outils. Donc, et ce qui est intéressant, c'est aussi le vocabulaire. Alors Donald Trump expliquait hier dans son bureau ovale, il dit « it's an attitude », c'est une manière d'être en quelque sorte. Et puis son nouveau secrétaire d'État à la guerre, donc, puisque c'est plus la défense, Pete Hegseth expliquait, il s'est assumé, c'est le maximum de létalité plutôt que la légalité tiède. Voilà le terme utilisé. Donc c'est une administration qui n'hésite pas à employer la force, qui se fiche en quelque sorte de la morale. Et l'important, ce sont les intérêts des États-Unis. Adina Révol. C'est la réalité. Que pensez-vous de ce changement de nom? Il n'y a pas que ça, il y a changement de nom, il y a changement de doctrine. Nom. Oui, mais en fait, en réalité, si vous regardez l'Ukraine, le sujet qui nous intéresse beaucoup ici, il ne fait rien depuis le 20 janvier. C'est pas faux. Poutine, en fait, il a les mains libres, il bombarde les civils, les infrastructures, plus que jamais. Donc, en fait, Trump, il dit qu'il va mettre des sanctions secondaires. On a parlé de l'énergie et de pétrole sur la Chine, sur l'Inde. Sur l'Inde, il a mis 25%. Sur la Chine, il ne fait rien. Donc, en fait, sur le sujet le plus brûlant du moment, en fait, il ne fait rien. Et donc, c'est quand même... Il demande aux autres de faire. Il demande aux autres de faire, mais c'est... Les Européens notamment, en ce qui concerne la Russie. Les Européens font ce qu'ils peuvent, mais en fait, pour que cette guerre en Ukraine finisse, c'est l'intervention américaine qui est cruciale. Et donc, sur ce conflit qui est finalement assez on est presque sûr, il n'y en aura pas. Donald Trump, l'Amérique de Donald Trump ne fait rien. Au contraire, il n'arrête pas, vous l'avez dit au début de l'émission, il n'arrête pas de taper sur les alliés. Les Européens, ils en prennent plein la gueule sous les tarifs. Hier encore, Donald Trump les a critiqués. Les tarifs
Pareil, c'est reparti avec Google, là aussi. Voilà, c'est reparti avec Google. Ça ne va pas arranger les bidons de l'Europe, même sur le dossier ukrainien. Donc, en fait, finalement, c'est encore une fois de la communication, parce que Donald Trump, c'est quelqu'un qui est très fort dans la communication. Il a un don pour cela. C'est quelqu'un qui est... c'est une star de la télé-réalité. Et ce qu'il fait, il communique tous les jours. Donc, c'est dans le feuilleton de la télé-réalité, c'est un nouvel épisode. Alors, Général, je vous laisse la parole, Hélène, dans un instant, mais Général, je voulais vous entendre quand même un militaire sur ce ministère de la guerre avec des soldats à petits pieds. Non. Point d'interrogation. Alors, le titre est quand même, enfin, l'intitulé est intéressant. Nous, on a eu ce même débat pendant de nombreuses années. Nous sommes passés du ministère de la Défense au ministère des Armées, sous Macron d'ailleurs, en 2017. C'était quoi l'explication, tiens, à l'époque alors, je ne sais pas pourquoi, c'était pas très clair. Moi, je dirais que j'ai une réflexion de l'intérieur. Simplement, rappeler peut-être que le ministère de la Défense, et ça correspond à ce qui vient d'être fait, la notion de défense, au moment, nuit un petit peu à l'image des armées. Hein, on n'est pas là pour faire que de la défensive. Effectivement, on est là aussi pour faire de l'offensive, si on a besoin. Et puis, je dirais qu'en interne, peut-être... D'ailleurs, aussi, aujourd'hui, pardon, je vous laisse finir. Oui. Je suis désolé de vous couper la parole, mon cher Général, mais si on avait été plus à l'offensive, on ne serait peut-être pas dans la situation d'aujourd'hui. Peut-être, parce que quand vous dites ministère de la Défense, très rapidement, vous vous enfermez finalement, dans le domaine de la défense. Et que prendre l'initiative, finalement, vous n'osez plus. Ça, il ne faut quand même pas l'oublier, l'aspect psychologique. Un deuxième aspect aussi intérieur pour moi, c'était que quand on a 200 000 militaires et 60 000 civils au sein des armées, c'est bien de rappeler que c'est le ministère des Armées avant tout, donc des militaires. Et je pense que c'est aussi important de le dire aux militaires, à une époque où on avait quand même que remous interne sur un petit peu notre finalité. Donc c'est bien de rappeler que le ministère des Armées, c'est le ministère des militaires, et que s'il y a des civils, bah oui d'accord, mais le ministère des militaires, il est là. Bon, ça c'est l'aspect, je dirais, très franco-français. L'aspect maintenant américain, je trouve qu'il est allé un peu loin en tant que ministère de la guerre, mais néanmoins, l'exemple qui a été cité sur cette frappe sur les narcoterroristes, c'est le terme qui a été utilisé si je me souviens bien, c'est pas innocent. Je rappellerai que le commandement américain militaire sud traite des affaires de narcotrafiquants dans le cadre de ses fonctions vis-à-vis de l'Amérique latine. Depuis bien longtemps, nous on a eu des conférences, quand on allait dans les organisations américaines, où on nous présentait l'action militaire contre les narcotrafiquants. Donc ce n'est pas nouveau. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait partie d'une menace. C'est-à-dire que le mot guerre, dans cette affaire-là, vous l'avez dit, vous-même d'ailleurs, guerre économique, la notion de guerre veut dire qu'il y a des menaces face à nous, elles ne sont pas que militaires, elles sont dans la les drogue. Américains le prennent comme tel. Voilà, donc le mot guerre veut dire aussi, et n'oublions pas sous Bush, la guerre contre le terrorisme, qui a beaucoup fait débat en France. Donc nous sommes bien sur la guerre, c'est-à-dire on mobilise tous les moyens de l'État pour faire face à toutes les menaces, et au lieu de sectoriser en disant tiens, les militaires vont faire ceci, les civils vont faire cela, ou la justice va faire ça, non, on prend tous les moyens de l'État contre ces menaces. Et au moment où les amis ou les ennemis, je ne sais pas comment les appeler, les États-Unis, alors il y a la Chine bien évidemment, la Russie aussi, l'Inde également, se réarment. Hélène, c'est-à-dire que tout le monde est passé à l'offensive, donc c'est peut-être pas stupide pour Donald Trump de dire que la défense aujourd'hui c'est l'attaque, et l'attaque c'est la guerre. Oui, mais il veut remettre en place l'idée d'offensive, d'esprit guerrier. Enfin, tout ça est expliqué autour de ce changement de nom. Et puis, alors, effectivement, peut-être aussi montrer les priorités de cette lutte contre le narcotrafic. C'est vrai qu'il y a toute une restructuration aussi de ce département. C'est-à-dire qu'on ne veut plus être woke, c'est-à-dire ouvert à trop de considérations liées aux minorités au sein du département. Enfin, il y a aussi beaucoup de généraux qui ont été limogés parce qu'ils n'étaient pas dans la ligne de cette nouvelle administration. L'idée qu'on ne va plus aller assister à telle conférence de tel think tank parce qu'ils sont trop mondialistes, pas assez recentrés sur les intérêts américains. Donc... Et les images d'ailleurs qui courent depuis ce matin sur les réseaux sociaux de militaires qui auraient été écartés, arrêtés pour des prises de position sur l'intervention israélienne à Gaza et le soutien américain. Ça demandera à être vérifié, mais on est peut-être dans la droite ligne de ce que vous dites. Oui, et puis récemment, encore un responsable du renseignement militaire qui avait été, je crois, il y a 1 ou 2 semaines, limogé aussi. Donc voilà, il y a une reprise en main. Et donc là, le nom ministère de la guerre, c'est la façon visible de montrer tous ces changements qui sont en cours. Et puis voilà, l'idée d'offensive face à un monde où les États-Unis n'ont pas que des amis. Alors cette transition, on va écouter le chancelier allemand qui a peut-être mieux compris que quiconque en Europe que cette Amérique qui fait la guerre,
ça sera difficile pour nous, Européens, de faire sans, et que si on compose avec, ça va nous coûter très cher. Prise de parole donc du nouveau chancelier allemand hier, plutôt très désabusé. Je vais vous demander de commenter juste après. Ce qui me préoccupe, c'est que nous ne sommes actuellement pas en mesure d'exercer une pression suffisante sur Poutine pour mettre fin à cette guerre. Nous dépendons de l'aide des Américains. Nous voyons que la Chine, l'Inde, le Brésil et d'autres pays du monde se montrent même ouverts à la Russie. Ce qui me préoccupe et, je l'avoue, me dérange, c'est le fait qu'en tant qu'Européens, nous ne jouons pas actuellement le rôle que nous voulons jouer et que nous devrions jouer pour que nos intérêts soient suffisamment préservés. C'est clair. Je vous entendais, Adina, faire... Il a raison sur le fait que l'Inde, la Chine ne jouent pas le jeu, le Brésil d'ailleurs, et donc la Chine et l'Inde justement achètent du pétrole russe aujourd'hui. Donc l'économie russe, donc l'effort de guerre russe vit grâce à l'Inde et à la Chine. Oui, mais ce qu'il dit, c'est pire. Ce qu'il dit, c'est qu'en fin de compte, on n'a aucun moyen. Nous, Européens, il serait bon d'arrêter peut-être de tergiverser, gesticuler, nous lancer dans de grandes tirades ou dans de petites réunions, mais en tout cas, c'est foutu. Oui, ce qui est intéressant, je trouve, l'aveu est intéressant, mais la différence entre Friedrich Merz et Emmanuel Macron, c'est qu'Emmanuel Macron dit « il faut agir ». Il faut changer les choses, alors avec les moyens qui sont ceux de la France, et on sait qu'en ce moment l'équation budgétaire est compliquée. Ce n'est pas tout à fait ce que disent les Allemands. On sent bien que les Allemands sont toujours au milieu du gué. Il y a une forme de résignation, mais ils sont au milieu du gué. Non, je ne dirais pas résignation. Non. Je pense que c'est déjà très important que ce type d'aveu vienne d'un chancelier allemand conservateur, chrétien-démocrate. Or, on sait que traditionnellement les chrétiens-démocrates en Allemagne sont très proches des États-Unis, très atlantistes. Donc pour eux, c'est déjà un pas énorme de concéder cette réalité de la dépendance et de dire qu'il faut s'en préoccuper. Mais ils n'en sont pas encore au moment où ils disent il faut y aller, il faut changer la donne et il faut prendre le risque de s'opposer aux États-Unis. Et c'est là tout l'enjeu actuel qui est très, pour le coup, préoccupant, pour reprendre les mêmes termes, c'est est-ce que la France est en position et a les arguments pour faire basculer complètement l'Allemagne. Malheureusement, la situation politique et économique française fait sans doute planer à Berlin un sentiment de doute qui fait que les Allemands restent préoccupés, mais pas tout à fait prêts à débrancher la prise. Et d'ailleurs, il n'a pas envoyé le taux russe. Absolument. Parce que là, en fait, Friedrich Merz, souvent, il a la rhétorique aujourd'hui qui est la plus pragmatique et je dirais qui est très crédible. Par contre, jusqu'à parler de bouclier nucléaire que l'on pourrait, nous, Français, partager avec une partie de l'Europe et l'Allemagne. C'était aussi une sortie historique. Le modèle allemand, en fait, il est à terre aujourd'hui parce qu'ils étaient dépendants de la Russie pour le gaz et de la défense américaine et de la Chine pour les exportations. Et tout ça, c'est à terre aujourd'hui. Donc, Friedrich Merz doit reconstruire l'Allemagne. Donc, le constat, il est là, mais malheureusement, il n'a pas encore transformé son constat en acte. Et donc, le premier acte serait d'envoyer ce fameux missile russe à l'Ukraine. Et c'est là où je le répète, parce qu'on sait qu'on est dans un week-end important du point de vue politique français avant ce qui va se passer en début de semaine. C'est là qu'il ne faut pas se leurrer. L'Allemagne, il faut la convaincre. L'Allemagne, il faut la convaincre que la France tiendra ses engagements. Et aujourd'hui, il y a un doute à Berlin. Et vous imaginez bien que si les Allemands doutent, ils ne vont pas franchir ce pas indispensable pour travailler à une souveraineté européenne complète. Il y a une dizaine de jours, d'ailleurs, je crois que c'est le quotidien Bild qui titrait à la une. Si jamais la France tombe politiquement, bien évidemment, c'est une partie de l'Europe ou même l'Europe qui tombera. Votre analyse, fatalisme ou réalisme de la part du chancelier allemand général ? Réalisme, parce que certes, il voudrait changer les choses. Néanmoins, est-ce qu'il sera encore au pouvoir dans 2 ans et est-ce que les choses auront changé d'ici 2 ans? Parce qu'il y a quand même un enjeu de politique intérieure pour l'Allemagne. Il a quand même une forte opinion publique opposée à un grand nombre d'investissements à l'étranger. Tu parles militaire, sinon diplomatique. Donc aujourd'hui, il fait le constat que malgré finalement sa position, il aura du mal à changer les choses parce qu'il faut du temps. On vient au problème du temps. Nos démocraties ont besoin de temps pour évoluer. On peut s'écrouler beaucoup plus rapidement que de changer les choses. C'est un petit peu ça le problème. Et qu'effectivement aujourd'hui, la question de la France se pose. La France qui a toujours été leader finalement sur les questions internationales, capable d'avoir une armée quand même capable de se battre. Ne l'oublions pas, les Allemands ne se battent pas, quel que soit le cas d'opération. Mais
on n'a plus les moyens de le faire d'une manière aussi importante qu'on le souhaiterait. Et la place de l'Allemagne devient fondamentale, parce que l'Allemagne a l'argent. Et puis, c'est un poids lourd quand même au sein de l'Europe. Et puis peut-être dernier point aussi, est-ce qu'il n'y a pas une bataille aussi pour qui sera le leader européen dans les années à venir? Et je pense qu'il ne faut pas exclure la question de l'Allemagne, qui, malgré ce qu'on peut dire, a une capacité économique, financière, peut-être pas militaire, mais est-ce que c'est la dimension militaire qui fera la différence? Je n'en suis pas sûr. Parce qu'il y a une chronologie à cette sortie du chancelier Merz. Il y a eu cette réunion de jeudi, on a essayé de convaincre les États-Unis. Il y a eu la leçon du maître de la guerre, Donald Trump, en disant aux Européens, balayez devant votre porte, on verra plus tard pour vos conseils. Et puis, il y a le chancelier Merz qui dit, en fait, on n'arrive pas à se décrocher, on ne peut pas se décrocher des Américains. Et il a raison, depuis presque 2 heures, on en parle, on ne peut rien faire. Et il y en a un qui l'a bien compris visiblement, il s'appelle Vladimir Poutine. Oui, alors Vladimir Poutine l'a bien compris, et puis Donald Trump aussi l'a bien compris. On a besoin des Américains pour les munitions, on a besoin pour éventuellement mettre plus de sanctions. Et puis Donald Trump, on a bien compris, va vouloir, s'il consent à aider les Européens, faire payer la facture. Et donc il y a toutes ces armes qui vont être achetées aux États-Unis extrêmement chères pour pouvoir aider l'Ukraine. Et les États-Unis... Oui, parce qu'il y a une surtaxe. Oui. Alors j'ai appris ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que les Américains mettent une surtaxe sur les armes qu'on va leur acheter pour la livrer à l'Ukraine, tout simplement parce qu'ils anticipent ce qu'ils pourraient payer si jamais ils participaient à la force de protection de l'Ukraine. Oui, mais ils vont aussi se servir bien au-delà, parce que je lisais également, et c'est rapporté dans la presse américaine, qu'ils sont en train de voir comment ils pourraient obtenir des droits de propriété intellectuelle sur toutes les technologies de pointe qui pourraient être développées par les Ukrainiens dans cette guerre. Donc l'idée... ils vont piller, c'est un peu comme ce qu'ils ont fait avec Taïwan. Ils vont prendre les minerais s'il y en a, ils vont prendre les inventions s'il y en a. En fait, les armes aussi, les brevets, les choses comme ça. Pour aider les Ukrainiens, à condition que ça rapporte. On est prêt à piller une partie de l'Ukraine, enfin comme un butin. En fait, on est revenu. Alors le général, ce qui est assez extraordinaire, chaque fois que je me tourne, et quelque part je suis un peu surpris, depuis le temps qu'on se connaît, le général il fait « bah ouais, c'est comme ça, bah ouais ». Je corrige quand même, il veut faire, Donald Trump, sur l'Ukraine, ce que les Américains n'ont pas fait sur Taïwan. Un des grands regrets de Donald Trump, c'est que les Américains n'ont jamais profité de leur domination et du bouclier sécuritaire qu'ils ont donné à Taïwan pour pouvoir récupérer garder les brevets. Oui, notamment. Mais il y a pas mal d'usines qui ont été transférées aux États-Unis. Ça commence. Maintenant, Taïwan a compris, le gouvernement taïwanais a décidé d'investir massivement aux États-Unis. Mais pour Donald Trump, la situation de Taïwan, c'est la situation à ne pas répliquer. Ne jamais donner un bouclier sécuritaire à une puissance économique sans en tirer profit. Enfin, toutes les bases américaines ont toujours fait l'objet d'un financement du pays hôte. Donc ce n'est pas nouveau, c'est bien avant Trump. Bien avant Trump, tout le monde a payé pour que les Américains restent dans leur base militaire. Ne l'oublions pas quand même. Est-ce que ça vous dirait de partir à Palm Springs, à Miami, à Mar-a-Lago même? La résidence de Donald Trump, c'est notre rubrique, c'est déjà demain. Alors, c'est déjà demain, c'est un peu loin. C'est déjà demain, va nous amener en 2026 pour le sommet du G20. Pourquoi on vous dit ça? Tout simplement parce que, après la déconvenue de la semaine dernière, Donald Trump, qui a vu certains de ses amis, on va dire ça comme ça, partenaires tomber entre les mains. Alors, je cite, regardez le président américain, des amis qui sont tombés dans les ténèbres de la Chine, et il rajoute plus tard les griffes d'un certain Xi Jinping. Le président américain contre-attaque aujourd'hui sur un terrain qu'il connaît bien, et vous allez voir, parce que vous allez l'entendre, c'est pas une blague, le golf. C'est parti. Nous allons maintenant parler de la Floride, le grand État de la Floride. C'est un grand événement d'accueillir le G20. Est-ce que vous pensez que Xi Jinping et Vladimir Poutine vont venir? C'est une question intéressante. J'apprécierais s'ils le désirent. En tout cas, ils le peuvent, en tant qu'observateurs. Mais je ne suis pas sûr qu'être de simples observateurs les intéresse. Mais s'ils le souhaitent, on peut discuter. Et parfois, vous savez, il faut reconnaître ses erreurs. Je vous ai parlé de Mar-a-Lago, du golf de Donald Trump. Eh bien, Hélène, c'est un autre golf qui appartient aussi à Donald Trump, mais c'est pas celui de Mar-a-Lago, c'est... Oui, parce que Donald Trump a beaucoup de golf, oui. Et il aime ça. C'est le Doral Club de Miami. Alors, c'est un club qui appartient à la Trump Organization depuis 2012. Je suis allée vérifier. Il y a 4 parcours de championnat. Apparemment, c'est un très grand et très luxueux établissement, et visiblement, c'est là qu'il aimerait inviter le prochain G20. Absolument. Enfin, non, pas le prochain, mais celui de l'an prochain qui sera organisé aux États-Unis. Alors, on a
on avait un petit débat entre nous, autant le partager avec les téléspectateurs. Est-ce que, aux côtés de Xi Jinping, il n'y a pas de doute, a priori, il s'essaiera certainement au golf, il n'y aurait pas le maître du Kremlin, Richard? Parce qu'il peut venir. Alors, il peut venir. Là, visiblement, il veut mettre tout le monde autour du green. Alors, la Russie est membre du G20. Donc elle fait partie de ce groupe. Donc par définition, le président russe y est convié. D'ailleurs, s'il n'était pas allé au Brésil cette année, c'est parce que il avait la crainte que le Brésil, signataire de la Cour pénale internationale, l'appréhende. Donc il n'y est pas allé. Va-t-il aller cette année en Afrique du Sud? La question se pose, c'est en Afrique du Sud que ça se tient au mois de novembre. Après, Donald Trump peut très bien lui confirmer l'invitation. Il est évident que Donald Trump veut faire de cet événement un grand événement, et on sait qu'il aime les rencontres, je dirais, mano à mano. Je rappelle que l'année 2026 va être une année américaine à tout point de vue. C'est le 250e anniversaire de la déclaration d'indépendance des États-Unis. Ce sera le 4 juillet 2026. Ce sera aussi les élections de mi-mandat, novembre 2026. Donc on peut faire confiance à Donald Trump pour avoir le show maximal, XXL, afin de plaider sa cause, sauf si bien sûr il est en difficulté, auquel cas il fera marche arrière. D'autant que cette image a dû l'énerver un petit peu quand même. Oui. Cet affichage de puissance qui ne se passe pas chez lui, peut-être qu'il a envie aussi de reproduire ces images. Les grands dirigeants, les grands de ce monde, les puissances les plus importantes présentes chez lui. À Miami, c'est une image qu'il aimerait peut-être avoir aussi pour faire concurrence à la Chine. Avec autre chose, je ne sais pas si ceux qui nous regardent d'ailleurs le savent, mais au moment de cette photo, en fait, vous avez une conversation entre les deux personnages, Poutine et Xi Jinping, et ils se disent qu'avec les progrès de la science, eh bien, on peut vivre jusqu'à 150 ans. Et ils se voient bien vivre jusqu'à 150 ans, et Vladimir Poutine dit à Xi Jinping, on a 70 ans, mais avant c'était vieux, 70 ans, maintenant on est jeune, on est dans la force de l'âge. Ça aussi, ça peut énerver le président Donald Trump, et il dit également, il va essayer de faire venir tous ses amis, ses partenaires, qui sont tombés dans les ténèbres de la Chine. Donc on sent bien qu'il y a un vrai problème avec la Chine et il veut essayer de régler tout ça à la manière de Trump. On se rappelle bien de son amitié avec le grand Vladimir Poutine. On le voit sur Truth Social. Chaque fois qu'ils ont une discussion fructueuse, il le rapporte au monde entier. Sa bromance du premier mandat avec Kim Jong-un. Effectivement, mais après, est-ce que les Européens accepteront d'aller au G20 en compagnie de Vladimir Poutine si jamais il y va? Ça, c'est une vraie question. Et c'est vrai, c'est justement la question donc pourra se poser parce qu'il y a 2 ans, d'ailleurs, ça a été le cas. Vladimir Poutine finalement n'est pas allé au G20 puisque justement les Européens pourront envoyer des sous-représentants pour manifester leur désaccord. Est-ce qu'il faut qu'on se réveille? C'est-à-dire que quand on écoute, alors que ce soit pour nous donner des conseils, nous donner des leçons, parler du G20, tout l'intérêt est américain. Donald Trump, en fait, la vie, le monde tourne autour de l'Amérique et de son bureau. Quand je disais, ou quand l'on disait au début de cette émission, il serait temps que l'on se rende compte qu'on ne doit plus compter sur les États-Unis. C'en est un autre exemple. Parce que s'il fait un G20 dans ce golfe qui lui appartient, ça sera bien évidemment pour parler de l'Amérique, de son Amérique, pas du reste du monde. Alors d'abord, le G20 en 2026, c'est intéressant parce que ça voudrait dire peut-être que la guerre est achevée en Ukraine, puisque finalement, ça serait, à mon avis, une condition pour que Poutine puisse être présent, me semble-t-il. Je dis ça comme ça, on ne sait jamais, ça peut arriver, sur un malentendu. Ensuite, on peut aussi voir que, on se rend compte, mais je crois qu'on se rend compte petit à petit, mais on a parlé de Merkel il y a quelques instants. Lui qui est quand même l'Allemagne étant l'un des principaux soutiens des États-Unis en Europe, y compris dans l'OTAN, ne l'oublions pas, il se rend bien compte que c'est pas sur les Américains qu'on doit compter. Les Français l'ont dit bien souvent aussi, mais on a été mis à l'écart parce qu'on disait cela. Mais quand on prend tous les États européens, ils étaient très pro et ils sont encore très pro-américains. Et avant que les mentalités changent, il y aura du temps qui va se passer. Alors effectivement, il faut se réveiller, mais on le dit pratiquement toutes les semaines. Des Français l'ont dit depuis bien longtemps. Maintenant, il faut espérer qu'il y aura suffisamment d'États européens qui en auront aussi pris conscience, dont l'Allemagne en particulier. Je ne parlerai pas des Grands-Bretons, des Britanniques, qui est encore un autre sujet. Mais nous sommes vraiment dans un monde où actuellement tout change. Et il va falloir repenser ou changer de logiciel, comme on dit très souvent, pour dire est-ce qu'on veut être une puissance? Est-ce qu'on veut peser? Est-ce qu'on veut se laisser dicter ce qu'on doit faire par l'extérieur? Nous sommes partis dans une guerre finalement de relations internationales, non pas une guerre
guerre militaire, mais de réattribution de la puissance. Est-ce qu'on va avoir les moyens de se donner les moyens de la puissance? Est-ce qu'on va faire les efforts qu'il faudra? Vous avez parlé d'énergie tout à l'heure. Oui, nous sommes dépendants en énergie, mais on a peut-être d'autres compétences. On parle des GAFAM aujourd'hui. Nous sommes un petit peu dépendants malgré tous les plans de calcul qu'on a pu faire dans le passé. Et puis là, ça va nous retomber dessus avec l'amende record contre Google. La seule question, pour clore mon propos, la seule question serait, est-ce que il n'est pas trop tard? Et c'est vraiment une question qu'il faut se poser.